On va débuter notre webinaire. Je vous souhaite, je dis bonjour à tous et à toutes et bien sûr bienvenue dans ce webinaire qui est consacré au thème de l'audace en entreprise. Voilà. Comme vous l'avez vu sur le mot d'invitation, hein, selon une étude d'AXA et d'Ipsos, une grande majorité des chefs d'entreprise se disent préoccupés par toutes sortes de risques auxquels eux et leurs entreprises sont exposés. Eh bien, à travers ce webinaire, nous avons l'ambition de vous montrer à quel point les organisations peuvent à la fois craindre, mais aussi nourrir les risques auxquels elles sont exposées. Alors, avant de commencer, je vous rappelle quelques petites consignes d'usage. D'abord, vous savez que vos questions et vos réponses, vous pouvez à tout moment les publier, les partager dans la fenêtre de chat qui se trouve à la gauche de votre écran, si vous avez l'écran disposé comme moi. Ce webinaire sera enregistré, sera disponible sur Internet et sur le site de Webikeo pendant 6 mois. Il va durer environ 45 minutes à 1 heure, ça dépendra un petit peu de l'intensité de vos questions. Et puis, je me suis efforcé de réaliser une présentation simplifiée au maximum afin d'attirer votre attention, de stimuler la réflexion et puis aussi de vous montrer qu'il existe des solutions pour lutter contre ce mal national qui est le pessimisme et aussi les peurs qui vont avec dans le monde de l'entreprise. Voilà pour l'introduction. Je voudrais débuter par une soft expérience entre nous. Hein. Nous sommes, les personnes sont en train, les participants sont en train d'entrer dans la salle de conférence. Et voilà, je vois bien que dans les webinaires, on est ensemble, mais on est chacun tout seul. On est un petit peu dans une sorte d'isolement. On n'a pas trop le sentiment de la présence des autres, comme ça peut être le cas dans une séance de formation. Et en tout cas, à l'inverse d'un travail de projet, on peut dire que les participants d'un webinaire forment plus un groupe qu'une équipe, car nous n'avons pas d'objectifs partagés, même si nos objectifs peuvent parfois être similaires. Alors, pour rompre un peu nos isolements, je vous invite maintenant à partager, à publier un petit mot dans la fenêtre de chat qui indique votre météo personnelle, votre état d'esprit de l'instant, un petit mot que vous allez publier à l'intention des autres participants. Puis moi, ça me permettra un petit peu de voir quelle est la météo du jour. Alors voilà, si vous voulez bien, dites-moi un petit peu dans quel état vous êtes en ce moment. Un petit mot, hein, ne mettez pas trop de texte. Fatigué, d'accord. Alors, j'ai bien fait de faire simple, alors. Je vous invite vraiment à mettre un petit mot, chacune d'entre vous, juste pour partager la conscience que vous n'êtes pas seul, qu'on n'est pas isolé, et que il y a d'autres personnes qui sont là et qui ont peut-être des objectifs analogues aux vôtres. Fatigués, préoccupés, ensoleillés. Intéressant. Je suis friand de vos commentaires, voilà, ok. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien lors de notre dernière optimiste et fatigué du pessimisme ambiant. Ok, ça donne une petite tonalité supplémentaire à ce que nous allons présenter. D'accord, fatigué. Donc, ok, je ne vais pas trop vous solliciter. Je crois que je vais vous poser qu'une fois des questions au cours de ce webinaire. En tout cas, je compte quand même sur votre participation et puis j'espère pouvoir, comment dirais-je, stimuler votre attention. Voilà. Ok, merci pour vos commentaires, en tout cas votre météo. On voit que fatigué, préoccupé, mais il y a quand même de l'optimisme et du soleil. Donc on va essayer de surfer dans tout ça. Alors, je vous parlais des risques auxquels les chefs d'entreprise
été confrontés, en tout cas les risques qui les préoccupaient. Alors voilà ce que dit cette étude de AXA Ipsos. Et lorsqu'on les questionne sur le genre de risque, voilà, ils sont classés, hein, le genre de risque qui les préoccupe le plus. Le premier, c'est le risque personnel, la mise en cause de leur responsabilité pénale. Vous voyez, ils sont 80% à être préoccupés par ce risque-là. Presque autant par les risques de trésorerie, les risques de perte de marché, le risque d'être, comment dirais-je, dépassé par un concurrent, le risque aussi de défaillance ou de perte de nos ressources clés, nos ressources humaines clés dans l'entreprise. Voilà, les épais. Et puis ensuite, j'ai mis en vrac l'ensemble des risques auxquels ils se réfèrent. Voilà, j'ai souligné ceux qui m'inspirent, ceux pour lesquels j'ai donné quelques exemples par la suite. Alors, en fait, qu'est-ce qui fait, ça c'est la seule question que je poserai au cours de ce webinaire. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'une organisation domine plus habilement ses risques qu'une autre? À votre avis? Alors, je sais. Qu'est-ce qui fait qu'une boîte est plus à même de gérer ses risques, plus habile qu'une autre? Qu'en pensez-vous? Elle est préparée, elle est vigilante, elle anticipe. Ah, revoici Christine avec nous, ok, bienvenue à nouveau. Alors, vigilance, engagement, agilité, réactivité, ok. En fait, vous êtes en train de nommer, me semble-t-il, des façons de faire les choses ensemble. C'est pas une seule personne qui est vigilante, c'est l'entreprise, c'est l'ensemble des constituants. Qu'est-ce qu'on a encore? Les personnes sont toutes engagées. Bon. En fait, vous parlez, me semble-t-il, d'attitude, de façon de faire. Et on commence à toucher le thème de la culture. En fait, je suis d'accord avec ce que vous nommez. Ce sont les qualités des constituants qui font qu'une entreprise est plus facile, arrive plus facilement qu'une autre à dominer ses risques. Et donc, ce sont les qualités de courage, d'audace, de confiance, de conviction, de vigilance, de réactivité. Enfin voilà, tous les mots que vous avez indiqués et que moi-même, de mon côté, j'ai pu retrouver. C'est une espèce de synonyme de courage, d'audace qui est présenté ici. Alors évidemment, toutes les entreprises n'ont pas ces qualités. Si, et on verra tout à l'heure à travers la pyramide des besoins de Maslow, mais si je considère un risque plus comme une peur que comme une opportunité, eh bien si j'ai des peurs, vous le savez, je vais donner la priorité de mes comportements. Elle sera, comment dirais-je, mue par des besoins de sécurité. Mes comportements seront justifiés par des besoins de sécurité et on va se mettre soit en mode défensif, plutôt passif, en pratiquant l'évitement, l'indécision. Vous voyez, c'est un peu il y a des mots qui sont un peu contraires à ceux que vous avez proposés tout à l'heure, mais c'est normal. On va être en réserve, en précaution, en défiance, on va parler par sous-entendu, on va être dans la modération, dans le doute, dans l'embarras. Et évidemment, ça, c'est un mode qu'on peut présenter à travers cette représentation graphique sur laquelle je vais m'étendre aujourd'hui, qui est le circonflexe. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette façon de représenter les comportements dans les organisations, les comportements en général. Donc ce circonflexe, c'est une présentation circulaire de 12 normes comportementales qui expliquent la culture d'entreprise, c'est-à-dire la façon de se comporter, la façon de faire les choses ensemble. Et particulièrement en mode passif-défensif, eh bien, on distingue 4 comportements
qui sont situés, si je regarde cette représentation circulaire, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures et à 6 heures, et qui sont la recherche d'approbation, le conventionnalisme, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, la dépendance et l'évitement. En fait, voilà, les membres de cette entreprise restent, de l'entreprise défensive, restent sur la défensive et adoptent avec les autres des comportements qui ne risquent pas de menacer leur propre sécurité. Vous conviendrez que avec ce genre d'attitude, qui est nourrie par l'entreprise, avec ce genre d'attitude, eh bien, on n'est pas idéalement armé pour affronter les différents risques que j'ai nommés tout à l'heure et qui préoccupent les chefs d'entreprise. On a vu qu'il y avait cette façon de réagir par rapport aux peurs qui sont en mode passif-défensif, mais si j'ai peur, j'ai aussi mes besoins de sécurité peuvent me mobiliser, pardon, en mode plutôt agressif, défensif, mais agressif. Et dans ce cas-là, eh bien, ça sera, j'aurai des comportements d'intrusion, de clash, de compétition, de rivalité, d'invasion. Enfin voilà, vous avez tous ces mots qui sont inscrits devant vous. Je pense que vous pouvez reconnaître certaines formes managériales à travers ce mode agressif-défensif. Je constate que beaucoup d'entreprises, et c'est peut-être le cas de la vôtre, semblent penser que c'est le mode managérial qui produit le plus d'efficacité. Je vous montrerai que ce n'est pas exactement le cas. Donc, dans ce mode agressif-défensif, nous avons 4 normes comportementales, toujours sur ce circomplexe que je vous décrirai encore mieux tout à l'heure. À 7 heures, vous avez le mode opposition, à 8 heures, le mode pouvoir, à 9 heures, le mode compétition, et à 10 heures, le mode perfectionnisme. Dans le cas de ces entreprises qui sont en mode agressif-défensif, eh bien, les membres accomplissent les tâches, voilà, dans le but plutôt de préserver leur prestige et leur fonction. Ils sont focalisés sur leur propre sécurité et ils ne veulent absolument pas prendre le risque que leur prestige et leur fonction puissent être, comment dirais-je, vacillants. Voilà. Encore une fois, on n'est pas sûr que ce soit les meilleures façons la meilleure façon d'aborder un risque en y arrivant à la Kalachnikov. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Vous pouvez réagir à tout moment si vous pensez le contraire. Je pense que ce genre d'entreprise n'est pas non plus terriblement armé pour lutter contre, pour aborder le risque. Le troisième mode, c'est un mode où je considère que chaque risque eh bien, présente des opportunités. Par exemple, si je veux être vraiment basique, lorsque j'ai un risque de conflit avec quelqu'un, ça peut être avec un collègue, avec un conjoint, avec un ami, avec une relation de travail, évidemment, il y a des peurs qui peuvent s'installer parce que la relation peut se dégrader, mais il y a aussi des opportunités parce que la relation peut aussi considérablement s'améliorer et on peut considérablement changer les choses. Alors évidemment, selon notre orientation, eh bien, vous avez vu, je vais développer des comportements totalement différents. Vous voyez donc, lorsque je peux considérer que dans le risque, il y a des opportunités, eh bien, je vais développer un mode plus actif et un mode constructif dans lequel on retrouve le courage, l'audace, la confiance dont on a parlé tout à l'heure. Et sur le circomplexe, eh bien, ces 4 comportements qui favorisent le courage, l'audace et tous les termes que nous avons vus, eh bien, on va les retrouver de 11 heures à 2 heures. Ce sont des comportements d'accomplissement. On veut réaliser des choses, on veut se réaliser, mais on veut aussi le faire avec les autres, c'est-à-dire avec un certain humanisme et aussi avec une volonté de coopération et des talents qui favorisent la coopération. Voilà, donc si je veux aller plus loin sur les 4 comportements, sur les 3 styles de comportement que je vous ai présentés, le style constructif qui est en haut, le style passif, défensif qui est en vert, le style agressif, défensif qui est en rouge, eh bien, on constate que l'agressif défensif, c'est, alors je vous détaille les 10 styles rapidement,
lorsque je suis en mode perfectionnisme à 10 heures, eh bien, je considère que c'est jamais assez bien. Je confonds précision et performance. Voilà. Je considère que être précis, c'est être performant. À 9 heures, c'est le mode compétition, c'est-à-dire ce qui est important, et vous le voyez souvent dans des réunions, par exemple, ce qui est important, c'est que j'ai le dernier mot. C'est que moi, je gagne, et si je gagne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit perdre. À 8 heures, le style pouvoir, c'est le style qui est malheureusement trop souvent qui est nécessaire, mais peut-être pas d'une façon aussi intense, développé dans les entreprises certains styles managériels, des styles autoritaires. Hein, voilà, c'est moi qui commande. Et j'ai toujours raison, puisque je suis le chef. À 7 heures, on a le style opposition, qui est le style un peu national, c'est-à-dire où j'existe en montrant que j'ai un avis différent, en montrant que j'ai des questions, en montrant que je suis plutôt réservé, pessimiste. Voilà, ça c'était donc les quatre descriptions du style agressif défensif. Si je continue mon parcours sur mon cirque complexe, à 6 heures, j'ai le style évitement. Donc là, évitement, ben, comme son nom l'indique, je cherche à passer la patate chaude aux autres. Voilà. Si je pouvais éviter de dire, de prendre des responsabilités, eh bien je le fais à chaque occasion. Vous voyez bien que toutes ces façons d'agir ne sont pas favorables à la gestion des risques. Hein. À 5 heures, j'ai le style dépendance qui m'amène à demander systématiquement l'autorisation avant de faire quelque chose. À 4 heures, j'ai un style qui consiste une norme comportementale qui consiste à me conduire à suivre des règles. C'est-à-dire, j'ai un nouveau risque, et bien je regarde s'il n'y a pas des règles pour l'aborder. Alors évidemment, c'est pas toujours écrit, et pas toujours écrit comment il faut faire lorsque un événement aléatoire, bizarre, étrange se produit. Il faut plus peut-être de l'audace et de laisser erreur que d'essayer de regarder si c'est écrit dans les manuels. À 3 heures, il y a un style qui s'appelle approbation. Un style qui s'appelle approbation qui consiste à rechercher, à avoir un avis conforme avec celui des autres. Et si c'est pas le cas, eh bien j'ai tendance à le garder pour moi, mon avis, alors que parfois il peut être extrêmement productif. Voilà, donc voilà toute cette formule, toute cette palette passive ou agressive, mais défensive, qui n'est pas favorable à la gestion, comment on va dire, habile du risque. Alors, allons voir les modes qui sont peut-être plus utiles et plus intéressants. D'abord, coopérer, travailler en équipe. C'est le mode coopération dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évidemment, ensemble, chacun est plus fort, on dit. Hein. Donc, c'est vrai que d'avoir le réflexe de constituer une équipe, de travailler ensemble pour essayer de résoudre, faire fonctionner les ménages ensemble, d'être créatif, ma foi, c'est de la valeur ajoutée, c'est de la force supplémentaire pour traiter des risques particuliers. Le soutien, obtenir le soutien des autres, c'est-à-dire encourager ceux qui ont tendance à être peut-être plus réservés, ceux qui ont de bonnes idées mais qui n'osent pas les dire parce qu'on voit bien qu'ils sont préoccupés par le désir d'être apprécié des autres. Donc soutenir les autres, c'est une attitude qui aussi est favorable à, comment dirais-je, à extraire l'ensemble de bonnes idées qui sont disponibles dans une entreprise. À midi, c'est le maximum, si je peux dire, de la motivation individuelle, c'est la réalisation de soi. Et donc évidemment, c'est une situation où on est créatif, où on ose faire des choses nouvelles. Et puis à 11 heures, eh bien c'est le risque, enfin c'est le risque, pardon, c'est le comportement qui est ambitieux et réaliste, celui où on désire accomplir quelque chose, et vous l'avez probablement ressenti aussi les résultats de ce comportement lorsque vous, prenons un exemple simple, lorsque vous avez réussi à monter un meuble Ikea et que vous voyez qu'il ne reste aucune vis, ou en tout cas que celle qui reste, c'est prévu qu'elle reste, parfois on a un sentiment de satisfaction d'avoir fait quelque chose et d'être arrivé au bout de ce que nous voulions. Donc voilà un petit peu en bleu les 4 comportements
qu'il convient, me semble-t-il, ou en tout cas nous semble-t-il, d'encourager pour favoriser notre habileté dans la gestion des risques. Et vous voyez, si je nomme un petit peu ces comportements différemment dans l'entreprise, eh bien, les comportements bleus vont donner la priorité au développement. Les comportements en rouge, ce sont des comportements qui donnent la priorité à la promotion de soi. Et les comportements en vert sont les comportements qui donnent la priorité à la protection de soi. Pas forcément idéaux, en tout cas les rouges et les verts, pour gérer les risques. En matière de performance d'entreprise, eh bien, on a plus de pérennité dans les comportements bleus que dans les comportements rouges et verts. Les comportements verts vous rendent votre entreprise extrêmement vulnérable. Elle est vulnérable à ceux qui sont plus audacieux, bien entendu. Et les comportements rouges, on ne sait pas. C'est très instable. Ça peut très très bien fonctionner, mais ça peut également, comme vous l'avez vu, sur des comportements qui accrochent quand même pas mal. Et il peut y avoir beaucoup de conflits négatifs et comme par exemple, on est en train de vivre actuellement dans notre pays concernant les réformes et les lois. Bon, je ne vais pas me lancer là-dessus. J'ai mis ce document un peu plus détaillé ici pour que vous puissiez avoir une référence peut-être plus précise sur la définition des 12 comportements. Je ne vais pas les redétailler, vous pourrez les consulter plus tard sur l'enregistrement. Et je voulais aussi vous montrer quels sont les comportements qui sont encouragés en fonction de la position où on se trouve sur l'échelle des besoins de Maslow. Alors vous voyez, plus je suis en bas, plus vous savez les risques, enfin plus je suis en bas, plus j'ai à assurer, comment dirais-je, je suis dans les besoins de sécurité, sur les besoins qui sont liés à ma peur de ne pas pouvoir manger, ne pas pouvoir avoir un salaire, enfin voilà, une peur que ces risques soient ingérables. Donc évidemment, on va développer des comportements qui sont, vous voyez en bas du circonflexe, et tous les comportements qui sont dans l'hémisphère sud du circonflexe sont des comportements qui donnent la priorité aux besoins de sécurité. Plus je monte dans la pyramide de Maslow, plus évidemment, je vais aller vers des comportements de plus en plus constructifs. Et vous voyez, lorsque je suis tout en haut, en mode réalisation, eh bien, c'est là où je suis plus animé par des besoins à satisfaire que par des besoins de me préserver. Et effectivement, je développe dans ce cas-là des comportements beaucoup plus constructifs. Alors, je vous parlais des exemples tout à l'heure. Voilà, selon la manière que nous avons de concevoir les risques, eh bien, vous allez voir que nos attitudes peuvent être tout à fait différentes et je vais les décrire à la lumière du circonflexe et des comportements que je viens de vous présenter. Alors, premier exemple, prenons l'exemple du risque de conflit social. J'ai voulu prendre celui-ci parce que peut-être il nous parle à tous. Dans le conflit social, c'est un conflit au niveau de l'entreprise ou au niveau d'organisation tout entière. Nous sommes baignés actuellement dans le conflit social, mais ça nous parle aussi individuellement. C'est aussi le conflit tout court. Alors, vous voyez, si j'ai une approche défensive, eh bien, je vais avoir une tendance à m'intéresser plus aux symptômes qu'aux problèmes. Et j'aurais tendance peut-être pour éviter, je vais avoir tendance à éviter le conflit social, à mettre en place des outils plus ou moins complexes, des tableaux de bord. Enfin, je vais surveiller le climat social. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'outils dans le monde du conseil pour vous permettre de surveiller le climat social. Mais si je surveille, je suis déjà en mode pouvoir. Vous voyez, c'est-à-dire je contrôle un petit peu les choses. Et mon objectif, c'est probablement d'éviter le conflit, alors que le conflit pourrait peut-être être utilisé intelligemment. Oui, j'ai mis en bas le petit circonflexe qui montre quel profil on pourrait retrouver dans des entreprises qui auraient cette approche par rapport au conflit social.
Mais si je souhaitais développer une approche constructive, eh bien, vous voyez que je m'intéresserais peut-être plus aux problèmes qu'aux symptômes. C'est-à-dire, c'est pas trop le conflit qui m'ennuie, c'est le fait qu'il soit récurrent, le fait que les gens n'arrivent pas à s'entendre. Et peut-être on pourrait s'intéresser à ça. Bon, j'ai un exemple ici, mais au lieu de mettre en place des outils de surveillance, pourquoi pas mettre en place de nouvelles formes de relations dans les organisations, comme des nouvelles formes de management ou des nouvelles formes de relations, comment dirais-je, entre les rôles. Enfin, j'ai mis ici, pour ceux qui ont déjà entendu parler, des modèles de fonctionnement qui sont assez intéressants, comme l'holacratie, qui consiste à rendre chaque personne beaucoup plus responsable et à fonctionner, à interagir d'une manière beaucoup plus interdépendante. En tout cas, dans ce cas-là, les comportements privilégiés, eh bien, sont plus du style accomplissement, réalisation de soi, humanisme, sociabilité. Vous voyez, ce sont ceux du haut. Donc, effectivement, pour traiter le conflit social, vous voyez, ces deux approches conduisent à des résultats totalement différents, et on voit bien que la pérennité, elle n'est pas à gauche. C'est pas parce que je traite un symptôme que je vais avoir définitivement réglé le problème. Vous pouvez réagir à tout moment, je vous le répète, hein, ça m'intéresse de voir vos commentaires pour, comment dire, ajuster mon discours si des zones d'ombre pouvaient exister ou des désaccords. Ça me permettrait peut-être également d'illustrer le circonflexe au fur et à mesure de vos commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas à publier vos réactions et vos commentaires au fur et à mesure de nos échanges. Vous voyez, le risque de réputation, donc c'est un peu le risque d'image. Beaucoup d'entreprises redoutent effectivement ce risque d'image. Alors, encore une fois, approche défensive, eh bien, encore une fois, je vais m'intéresser plus aux symptômes et, comment dirais-je, mettre en place des règles de prévention strictes et paralysantes. Je pense à un exemple. J'ai eu l'occasion de travailler avec une collectivité où, à juste titre, hein, les élus et notamment le président de la collectivité était très une personnalité très connue et évidemment ne souhaitait pas que l'image de sa collectivité puisse lui nuire et donc puisse toucher sa propre image. Et donc, il avait strictement interdit, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas très fortement déconseillé, tout type d'erreur dans la collectivité. C'est-à-dire que les gens étaient tellement terrorisés par cette injonction, qui me semblait moi en tout cas légitime, qu'ils l'avaient transmise à chacun d'entre eux. Et donc évidemment, si vous n'avez pas le droit de faire d'erreur, imaginez bien que c'est sûrement pas dans ce monde-là que vous allez développer des personnes audacieuses. Et donc, leur façon de traiter cette injonction du président, eh bien, c'était de mettre en place des règles de prévention strictes et paralysantes, bien entendu. Tout était appliqué à la lettre, chaque règlement était appliqué à la lettre. Et ils mettaient en place des procédures extrêmement lourdes pour régler des problèmes qui pouvaient être réglés en 5 minutes. Ils mettaient, par exemple, plus de 15 jours, appel d'ordre, etc. Bon. Donc, vous voyez le type de comportement qu'on peut retrouver, donc on voit plus de perfectionnisme ici. Si j'étais dans une approche plus constructive, eh bien ma foi, et notamment dans le cas de cette collectivité, on pourrait réfléchir à mettre en place une structure de gouvernance qui soit plus large et qui fasse plus de collégialité. Je travaille dans l'industrie nucléaire pour être sûr de ne pas avoir d'être moins, comment dirais-je, exposé au risque de défaillance d'un équipement, eh bien on le double, on le triple, on le quadruple. Donc on a on peut avoir de la même manière dans les collectivités ou dans les entreprises, 4 services, 3 services, 2 services qui font la même chose ou qui s'accrochent à résoudre un problème particulier
et pour lesquels on va comparer les résultats. Enfin, voilà, on va s'enrichir mutuellement du travail qui aurait été fait ensemble. Il y aura beaucoup plus d'audace puisque la responsabilité est plus diffuse et plus partagée, et les problèmes ont été beaucoup plus blindés, si je peux dire. Voilà, donc voilà, dans le risque de réputation, on pourrait effectivement adopter une attitude plus constructive, une approche plus constructive, plus audacieuse, qui conduit à probablement des résultats beaucoup plus intéressants. Allez, prenons un troisième exemple sur les risques de trésorerie. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, dans toutes les entreprises, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais surtout dans les PME, parce que j'ai effectivement eu l'occasion d'y être confronté. Encore une fois, devant les problèmes de trésorerie, si je ne veux pas en avoir, eh bien, je risque, en approche défensive, de mettre en place des procédures comptables qui seront lourdes et pénalisantes pour les clients, pour les fournisseurs, pour tout le monde, quoi. Ma foi, en faisant ça, je nie le fait qu'il puisse y avoir des risques de trésorerie, en tout cas je les terrorise. Vous pourrez aussi avoir une approche plus constructive qui consiste à renforcer l'efficacité de tous les processus. Pourquoi simplement le processus comptable? Si tous les processus s'intéressent à maîtriser leur efficacité, c'est-à-dire quoi, à maîtriser leur capacité à produire du résultat, y compris financier, une fois, on aurait en fin de compte une meilleure façon de maîtriser le cash de l'entreprise. Et peut-être que, au lieu de compliquer et mettre en place des procédures comptables lourdes et pénalisantes, on serait amené à en simplifier énormément. On va voir par exemple l'approche OEI que j'ai pu décrire dans le précédent webinaire. Et encore une fois, vous verrez que ce sont toujours les mêmes comportements qui sont encouragés dans l'approche constructive. Voilà. Dernier exemple, les cyber-risques. Alors évidemment, mais vous voyez, je vous disais que j'avais simplifié ma présentation pour attirer votre attention, pour vous montrer que effectivement, de façon différente, l'une défensive, l'autre constructive, de résoudre le même problème peuvent quand même, comment dirais-je, peuvent vraiment conduire à des résultats extrêmement différents. Eh bien, dans les cyber-risques, toujours pareil, traitement du symptôme, donc je mets en place des technologies, des procédures sécuritaires et qui ont pour conséquence d'alourdir le travail des utilisateurs. Je pense que chacun d'entre vous voit de quoi je parle, nous y sommes tous confrontés. Je pense qu'on pourrait probablement, à travers les organisations, puisque les risques viennent très souvent, en tout cas, sont très souvent commis par les êtres humains. Nous sommes des générateurs de risques, c'est normal. Eh bien, encourager, en traitant le problème, encourager l'engagement, le sens de la responsabilité de chacun. Il y a beaucoup de comportements en entreprise qui, s'ils étaient appliqués, eh bien, conduiraient à une fragilité, à une vulnérabilité vis-à-vis des cyber-risques qui beaucoup moins forte, voilà, et qui permettraient de faciliter le travail collectif. Bon, voilà un petit peu les 4 exemples que je voulais visiter avec vous. En résumé, vous voyez qu'à chaque fois, il s'agit d'un problème de changement. C'est un problème de changement parce que c'est un problème de changement de comportement avant toute chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de gérer les risques différemment, il s'agit de voir le monde différent. C'est-à-dire, dans une approche défensive, notre première attitude, elle est dans les réflexions que j'ai pu mettre ici, c'est-à-dire, oh ben non, mais ce que vous nous proposez, c'est nouveau, ça ne marchera pas, ça n'a jamais été essayé ailleurs, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. En fait, on se focalise sur le passé, et c'est un peu normal, je dirais, dans la nature humaine, c'est que le passé, on a déjà expérimenté, on le connaît, on y a trouvé sa place, tant bien que mal, même si elle ne nous plaise pas. Et donc, quand on nous propose de nouvelles solutions, eh bien, les angoisses d'apprentissage prennent le pas.
elles prennent le dessus. Voilà, je vais devoir faire des nouvelles choses dans un nouveau contexte, avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux outils, dans un nouvel environnement. Ça me fait plutôt peur et ce risque-là me paralyse. Dans une approche constructive, ce sont plus les angoisses de survie, entre guillemets, qui prennent le dessus, c'est-à-dire, mais si on ne change pas, si on ne fait pas autrement, on ne va pas régler notre problème et on va toujours vivre dans cette situation déplaisante. Si je prends l'exemple national, vous voyez ce que ça peut vouloir dire. C'est pas grave d'avoir de nouvelles propositions, de nouvelles lois. On peut toujours les casser, on peut toujours les changer si elles ne fonctionnent pas. Mais au moins, on aura essayé, on aura peut-être certainement d'ailleurs trouvé de nouvelles opportunités à travers ces nouvelles propositions. Et donc, cette angoisse de survie qui prend le dessus nous incite à devenir beaucoup plus audacieux, beaucoup plus coopératif, à chercher le soutien des autres pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui règle définitivement un problème. Je trouve que cette attitude est beaucoup plus encourageante, elle est beaucoup plus dynamique, elle est beaucoup, comment dirais-je, motivante que celle qui consiste à avoir systématiquement peur. Voilà, donc on est plus focalisé sur le futur et sur l'espoir que nous allons pouvoir créer quelque chose de meilleur. Et cet espoir joue beaucoup dans le résultat, parce que évidemment, si j'ai cet espoir de créer quelque chose de meilleur, j'ai beaucoup de chances d'y parvenir, ou en tout cas de m'en approcher. Je vois qu'Isabelle nous dit, c'est aussi accepter de se tromper. Évidemment, on est tout à fait d'accord. Si je fais un essai, je dois accepter de me tromper. Alors, ces quatre comportements, eh bien, je vous les rappelle, ce sont accomplissement, le plaisir d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir atteint un objectif qui est à 11 heures, la réalisation de soi, qui est à midi, c'est-à-dire celle qui consiste à nous rendre plus créatifs, celle qui m'encourage à essayer autre chose, à être audacieux. Les audacieux sont là, hein, à midi, et les créatifs. À 1 heure, c'est celle qui m'encourage, celle qui m'incite à encourager les autres, à m'intéresser au développement des autres. Et à 2 heures, c'est le comportement de coopération. En voyez sur ce cirque complexe, vous avez des cercles concentriques qui sont en fait des graduations et qui vont vous montrer comment votre organisation, à quel point ces comportements sont développés dans votre organisation en comparaison à des milliers d'autres organisations sur la planète. Donc évidemment, lorsque vous avez une couleur bleue comme ça à fond, eh bien ça signifie que peu d'organisations développent autant ce comportement que la vôtre. Par contre, si vous êtes sur les premiers cercles du bas, eh bien ça explique que beaucoup d'organisations développent ce comportement par rapport à vous. Beaucoup plus d'organisations développent ce comportement par rapport à votre organisation. Donc évidemment, ça vous permet, en faisant cette analyse grâce au cirque complexe, eh bien ça vous permet d'avoir un cliché, une image instantanée du profil culturel de votre entreprise. C'est-à-dire comment est-ce que les gens qui sont ici estiment devoir coopérer, devoir travailler ensemble pour satisfaire les objectifs et les attentes de leurs entreprises, pour satisfaire la mission de l'entreprise. Et évidemment, plus vous les voyez bleus, et plus vous savez d'ailleurs que votre entreprise est compétitive et que ça risque de durer longtemps. Et plus vous les voyez rouges et verts, et plus vous avez à vous inquiéter sur la pérennité de l'entreprise, mais aussi sur l'état d'esprit. Vous savez, bon, les services publics sont peut-être moins préoccupés par la pérennité de leur entreprise, mais l'ambiance de travail, le climat, enfin, d'aller dans la souffrance tous les jours, c'est pas forcément très encourageant, très réjouissant et très générateur d'audace. Si je vais plus concrètement, vous allez dire, mais cet outil, cette analyse, comment ça marche et comment ça fonctionne, comment ça coûte et combien ça rapporte? Eh bien, il s'agit d'un outil d'analyse donc qui se procède par questionnaire, soit sur Internet, soit sur papier,
où vous questionnez tout ou partie de l'entreprise, en tout cas un échantillon représentatif si votre entreprise est de taille importante. Et cet échantillon représentatif va vous permettre d'établir le profil de l'entreprise, et même selon le découpage que vous aurez réalisé, ça va vous permettre d'avoir les sous-profils, c'est-à-dire est-ce que le marketing et les ventes partagent les mêmes convictions, les mêmes comportements, est-ce qu'ils ont des comportements qui posent problème entre eux, ou même qui posent problème tout court, parce qu'ils sont peut-être trop défensifs. Voilà, vous pouvez faire ce type d'analyse pour l'ensemble de l'entreprise, mais aussi pour chaque département intéressant de l'entreprise. Vous pouvez aussi des entreprises, comment dirais-je, des questions par genre, des questions par expérience professionnelle. Voilà, il y a toute une démographie à définir ensemble avant de commencer. Mais sachez que le coût de l'outil, ça va être à peu près 75 € par salarié. Et ensuite, vous savez, si vous êtes en fonction RH, voilà, il faut compter environ 1 000 € par manager par an pendant 2 à 3 ans. Ce que ça rapporte, eh bien, des études, notamment que j'ai notées en dessous, de Potter et Esquette, montrent qu'on peut avoir jusqu'à, je ne vais pas dire le chiffre, mais c'est la réalité, des taux d'accroissement sur une période de 11 ans du résultat de l'entreprise qui permettent très largement de couvrir l'investissement que vous aurez réalisé à travers ce travail sur le développement de la culture d'entreprise. Bien, comme à chaque fois, nous vous proposons de profiter pour, comment dirais-je, mieux appréhender la manière dont les choses se passent et de voir un petit peu le potentiel, voir ce que ça peut vous apporter. Eh bien, nous vous proposons d'avoir accès à une évaluation gratuite de l'outil que je viens de vous présenter pour votre entreprise. Et donc, si vous souhaitez avoir cette évaluation, je vous invite à m'adresser un email à l'adresse mail qui est indiquée ici, donc dino.ragazzo@experience-conseil.fr, ou notez-le ici sur la fenêtre de chat si vous le souhaitez. Les résultats qui sont présentés sont toujours surprenants. J'ai jamais vu d'entreprise dire oui, mais ça, je le savais déjà. Et d'ailleurs, ils sont surprenants et, comment dirais-je, ils apportent une vision très utile, me semble-t-il, sur les orientations que l'entreprise peut, sur lesquelles elle peut se focaliser dans l'avenir. Voilà, j'ai pour ma part terminé ma présentation. Voilà, j'essaie de vous montrer à quel point notre façon de voir le monde, notre façon de nous comporter en organisation peut contribuer à nourrir les risques, peut contribuer à, comment dirais-je, les rendre encore plus dangereux qu'ils ne le sont par notre manière de vouloir les aborder. Et j'espère que vous en avez partagé ce point de vue et que ça peut vous inciter à y réfléchir, en tout cas davantage, et à faire connaître, à faire savoir autour de vous qu'il existe des solutions qui vous permettent de savoir sur lesquels de ces comportements il est plus astucieux pour votre entreprise de se focaliser pour améliorer les choses dans la vie. Alors, je vois en même temps apparaître vos questions. Donc, le support, c'est celui qui est présent devant vous. Si vous souhaitez le PowerPoint de la présentation, je vous invite à me le demander. Donc, sur l'adresse Dino. Envoyez-moi un mail et je vous enverrai le support PowerPoint individuellement. Voilà. Dites-moi un petit peu quelles sont vos réactions. Vous êtes convaincu? Vous êtes dubitatif? Expliquez-moi un petit peu quelles sont vos propres expériences. Est-ce que vous avez des commentaires sur des expériences vécues, sur des objections particulières, sur
le contenu de la présentation. Dites-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu de feedback. Je trouve ça, ça m'est très utile, bien sûr, et c'est une façon peut-être d'encourager la coopération sur ce travail de réflexion autour de l'audace en entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait résumer les 4 comportements pour Philippe? Philippe me demande de lui résumer les 4 comportements. Il est arrivé en retard. Donc, bien sûr, Philippe, vous savez que vous pourrez revoir ce webinaire sur notre site Webikeo. Vous pouvez voir l'enregistrement, il est disponible encore 6 mois. Ok, donc les 4 comportements, est-ce que les personnes qui sont présentes ici veulent bien en dire, voilà, accomplissement, réalisation de soi, humanisme et coopération. Isabelle a totalement nommé les 4 comportements constructifs qui favorisent, alors ils sont beaucoup plus détaillés bien entendu, hein, mais qui favorisent l'audace et en tout cas qui préparent les entreprises à gérer beaucoup plus habilement les risques que celles qui évidemment ne développent pas avec autant d'intensité ces 4 comportements. Voilà. Ok. Des commentaires? Alors je vais aller avec ma méthode ingénieur là. Je vais vous demander peut-être j'aurai un feedback sur votre perception du sujet, de la présentation. Dites-moi un petit peu dans quelle zone vous vous retrouvez. Donnez-moi, s'il vous plaît, l'impact que cette présentation a eu sur vous. Donc, vous voyez, entre 0 et 4, eh bien, ça signifiera que vous avez été peu convaincu par ma présentation. Entre 5 et 7, plutôt alléché, voilà, plutôt, comment on va dire, intrigué. Et puis, entre 8 et 10, carrément captivé. Je suis curieux d'avoir vos appréciations. Ok, merci Marie-Josée. Merci. Merci à vous. Ok. Bon, évidemment, ça fait du bien à mon ego, mais je suis ravi que nous partagions un petit peu ces mêmes façons de voir, ces mêmes valeurs. Et puis j'espère que, ma foi, nous aurons l'occasion d'aller plus loin ensemble. Mais vraiment, je suis très content que cet échange, d'avoir réussi à communiquer cette façon de voir les choses, qui encourage à être plus courageux d'ailleurs, peut-être à avoir moins peur du conflit, du risque en général, et à essayer de découvrir les opportunités qui se cachent derrière ce risque. N'hésitez pas en tout cas à me solliciter, à me rappeler si vous avez des commentaires, si vous avez des réflexions particulières, des besoins particuliers. Ne vous sentez pas piégé, il n'y a aucun, comment dirais-je, il n'y a pas de piège derrière ma question, il n'y a que la volonté d'échanger avec vous sur peut-être des valeurs, des sujets que nous partageons. Si le thème vous a intéressé, je vous invite à vous intéresser à notre prochain webinaire qui aura lieu le 21 juin à 11h30, qui est un peu sur le même thème, mais vous allez voir que ici, on va plus s'intéresser à la manière, aux évolutions sociologiques en fait dans l'entreprise. Voilà. Le monde change énormément et comment est-ce qu'on peut faire pour garder un cap
dans une mer aussi agitée, si je peux dire. C'est un petit peu le thème du prochain webinaire. Et encore une fois, je vous montrerai qu'il existe, avec nos outils, il existe des solutions pour vous aider à garder ce cap dans cet environnement particulièrement turbulent dans lequel nous sommes plus ou moins bien installés. Donc le 21 juin, 11h30, je serai ravi de vous retrouver, surtout si vous avez partagé avec moi l'approche et les valeurs que je vous ai présentées. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, eh bien, je vois qu'il est 10h51. La fois, on a pas mal tenu Alors, il y a des tas de références. Hein, je réponds à la question de chez Madame Le Fou. Oui, il y a des tas de références. Juste écrivez-moi ce que vous souhaitez et puis je vous enverrai des tas de références, des mots, enfin des bouquins, enfin voilà, il y a des tas de choses que je peux vous communiquer. Merci encore à vous tous et à vous toutes. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour votre participation et peut-être à bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le droit d'accès, en tout cas pour les 3 premiers d'entre vous, à une évaluation gracieuse du profil idéal de la culture de votre entreprise. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'adresser un email et on met ça en place le plus vite possible. Voilà, merci encore. Bonne journée. À très bientôt, j'espère.